Cet épisode est sponsorisé par The Design Crew. The Design Crew est une entreprise spécialisée dans la formation qui apporte des compétences et de l'expertise en product design à celles et ceux qui conçoivent les produits et services de demain. Concrètement, l'équipe propose différentes formations en fonction de votre niveau et de vos objectifs, avec pour volonté de vous faire profiter de l'expérience de mentors des plus belles entreprises tech et vous transmettre des connaissances très concrètes et facilement actionnables. D'ailleurs, il y a 2 ans, quand j'ai voulu faire la bascule de Product Manager à Product Designer, j'ai suivi la formation Advanced de The Design Crew et je ne tarie pas d'éloges à son sujet. Cette formation m'a permis de remettre à plat mes connaissances sur le Product Design et de les mettre concrètement en action grâce à une formation tournée vers l'application des connaissances. Et la possibilité d'avoir accès à des mentors reconnus est une force pour savoir comment le design s'applique dans d'autres entreprises. Cette formation m'a permis de prendre du recul sur le métier de Product Designer et a mis un coup d'accélérateur à ma carrière professionnelle. Aujourd'hui, The Design Crew va plus loin et propose un nouveau programme, Masterclass. Ce programme est à destination des product managers et designers souhaitant exceller sur des thématiques comme l'UX Writing, les design systems, la user research et les tests utilisateurs, et qui souhaitent apprendre d'experts travaillant chez Doctolib, Algolia, Trainline ou encore Gatorand. Masterclass est une nouvelle forme d'apprentissage 100% en ligne. Accédez à du contenu vidéo expert et inédit, accessible où et quand vous le voulez. Participez à des design reviews hebdomadaires pour échanger et progresser avec d'autres designers sur les exercices des masterclass. Et participez à des lives mensuels et collectifs avec les mentors pour poser toutes vos questions pour aller plus loin. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site thedesigncrew.co. D'ailleurs, si l'une des masterclass vous intéresse, sachez que je vous offre un code promo de 20% de réduction. Pour en profiter, il vous suffit de renseigner le code DESIGNJOURNEYS tout attaché au moment du paiement. Salut et bienvenue dans Design System, le podcast qui part à la rencontre des talents du design français. Je m'appelle Gauthier Zimmerman et ensemble nous allons essayer de comprendre leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer au quotidien. Bonne écoute! Salut Sophie! Salut! Tu vas bien? Très bien et toi? Ouais, ça va, je te remercie. Je suis ravi de te recevoir dans ce nouvel épisode du podcast. Comme tu me l'as dit un petit peu avant qu'on enregistre, tu as déjà écouté des épisodes, donc tu sais un peu comment ça fonctionne. On va revenir un peu sur ton parcours, apprendre qui tu es, et après on va parler de ton travail en tant qu'UX Writer. Mais avant qu'on rentre vraiment dans le détail de tes expériences, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Ouais, alors je m'appelle Sophie Yaniro, je suis UX Writer chez Doctolib. Avant ça, j'ai travaillé pendant 3 ans en freelance. Encore avant ça, j'ai travaillé chez ABTC en tant que Content Marketing Manager. Et encore avant cette expérience, j'étais Inbound Marketing Manager chez Optilab. Super, on va revenir dessus. Avant qu'on commence à parler de tes expériences, j'aimerais bien qu'on définisse un terme, histoire que tout le monde soit aligné et tout le monde comprenne ce que tu fais. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un ou une UX Writer et quel est le but de ton métier? Ouais, alors... en fait, le nom peut paraître un petit peu complexe, mais en fait, c'est un métier qui existait déjà, qu'on a juste récemment nommé. Mais en fait, c'est optimiser l'expérience utilisateur, enfin, améliorer l'expérience utilisateur, mais sans intervenir sur le design, mais en intervenant sur le contenu qui est présent sur les interfaces digitales ou sur un produit. Ok, très bien. J'ai une question qui est un peu provocatrice à te poser, qui est, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi l'UX Writing, c'est du design? Ouais, alors, en fait, si on regarde un produit et que tu enlèves les mots, en réalité, il est un peu difficile de naviguer sur un produit sans le contenu. Et en fait, c'est uniquement en visualisant un produit sans le contenu qu'on se rend compte de l'importance du contenu. Alors, c'est un peu bizarre. Mais en fait, le contenu, surtout sur un outil de productivité, comme peut l'être Doctolib, mais comme le sont énormément de produits, c'est hyper important parce que ça permet à l'utilisateur de comprendre les actions qu'il fait, de comprendre le produit en général et de naviguer. Donc, en fait, c'est un binôme, le contenu, c'est un binôme avec le design. Et l'un ne va pas sans l'autre. Hyper intéressant. Du coup, dans chaque épisode, j'ai l'habitude de commencer par comment tu en es venu à faire du design et après je me suis posé la question. C'est pour ça que je t'ai demandé en fait si l'UX Writing c'était du design. Et plutôt que de te poser cette question, j'ai plus envie de te poser la question
comment tu as commencé à écrire et à devenir UX Writer. Parce que si on retrace un peu ton parcours, tu as d'abord fait une MANA, qui est une remise à niveau en art appliqué, c'est ça ? C'est ça. Après un an, tu as décidé de partir en licence pour faire en licence informatique et communication. Et après, tu as fait un master en marketing, c'est ça ? C'est ça. Et si on analyse bien, en fait, tu as fait un petit peu de parcours design, enfin de parcours créatif. Et après, tu es parti plus dans quelque chose du marketing, plus de la communication, de la vente, on va dire. Donc, comment t'en es arrivé à écrire d'abord en faisant du contenu, puis ensuite de la microcopie. Ouais, alors c'est vrai que c'est pas une évidence d'être UX Writer. Mais si on reprend au tout début, donc tu as mentionné la MANA, donc c'est une mise à niveau en art appliqué que j'ai fait après le bac. Et en fait, j'ai un bac littéraire, donc du coup, écrire remonte aux années lycée. Sauf qu'ensuite, après mon bac littéraire, je voulais être designer industriel. Donc j'ai fait une mise à niveau en art appliqué. J'ai toujours dessiné à côté de ce que je faisais, de mes études, à titre personnel. Et puis du coup, j'ai fait cette mise à niveau en art appliqué, donc dans le but de devenir designer industriel. Et c'est avéré que j'ai pas du tout aimé l'environnement, on va dire, créatif de ce côté-là. Et du coup, je voulais quelque chose de beaucoup plus concret. En fait, j'avais du mal à visualiser comment je pouvais devenir designer industriel. Enfin, pour moi, c'était vraiment pas très concret. Et du coup, la communication. Puis en fait, j'avais aussi du mal à m'imaginer faire ça toute ma vie. D'accord. Et puis il manquait quelque chose. Pour moi, c'était une année de mise à niveau en art appliqué. C'était pas mon projet de vie en fait. C'est à ce moment-là que je m'en suis rendu compte. Et en fait, j'ai fait une fac de communication, donc une licence information et communication. Et voilà. Et en fait, je me suis retrouvée à faire beaucoup de sociologie, apprendre vraiment à comment fonctionnent les médias, les choses comme ça. Donc ça me passionnait. Et puis après 3 ans, j'ai décidé de me spécialiser en marketing et de faire une école, un master en fait en marketing. Ok, mais jusque-là, tu n'es encore pas spécialisée dans l'écriture? Non, je ne suis pas spécialisée dans l'écriture. Je suis vraiment plutôt spécialisée en marketing et communication. Donc plutôt sur l'aspect communication corporate, en fait, comment les entreprises gèrent leur marketing, leur image de marque. J'ai fait des stages, on va dire, assez classiques. J'ai commencé dans un service marketing dans un hôtel de luxe 5 étoiles au Luxembourg. Donc vraiment comment tout ce qui était relations presse, j'ai écrit beaucoup de communiqués de presse, j'ai pas mal écrit aussi sur le site web pour promouvoir en fait l'activité du... Donc tu as un peu commencé à ce moment-là? Ouais, voilà. Mais en fait, j'écrivais parce que j'avais une appétence pour la rédaction, j'avais une facilité aussi à écrire. Je pense de par aussi mon passif de littéraire, j'ai toujours énormément écrit. Et en fait, je me suis attribué un peu ces missions dans mes stages de manière complètement naturelle. Après, j'ai fait un stage dans une agence de communication, donc là, pareil, beaucoup de rédactionnel. Et puis après, un stage en marketing chez Air France, aussi beaucoup de rédactionnel, de rédactionnel. Ok. Si j'ai bien suivi ton parcours, ensuite tu fais de l'inbound marketing? Oui, c'est ça. Donc si je résume un peu, l'inbound, c'est faire en sorte que les gens te trouvent. Oui. Donc c'est toi, tu rédiges du contenu de telle sorte à ce que quand ils tapent un mot-clé spécifique dans Google, plutôt que de tomber sur une pub, ils tombent sur un article ou sur... Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est suite à mes études. Donc du coup, je savais que j'avais une appétence pour le marketing, pour le rédactionnel, mais j'ai jamais mis vraiment un métier ou un nom de métier sur ce que je faisais. Et puis, en postulant, j'ai trouvé Uptilab qui cherchait une demande marketing manager. Et donc, l'objectif, c'était à travers plusieurs actions marketing, de générer du trafic sur le site dans le but de générer du lead pour les commerciaux, dans le but, finalement, de convertir ces leads en clients. Et donc, oui, en fait, la différence avec l'inbound marketing, c'est de créer du contenu à valeur ajoutée pour le prospect, pour justement qu'il soit converti en lead qualifié beaucoup plus rapidement. Ok. Donc,
si je comprends bien, là, par rapport à ton parcours, avant, tu étais plus dans une communication où tu expliquais qui était la marque, ce qu'elle faisait, etc. De manière très classique et très traditionnelle. D'accord. Ensuite, tu as fait de l'inbound, donc c'était vraiment essayer de un peu faire comme une page de vente où tu expliquais vraiment à quoi sert un... Ouais, en fait, le message en inbound, il est beaucoup moins direct. C'est pas tu écris un article où tu promouvois le produit ou tu promouvois la marque. C'est vraiment, tu vas plutôt partir de la problématique des prospects et en fait leur apporter du contenu de qualité et sans leur vendre directement ou leur parler directement du produit que tu vends ou le service que tu proposes. Voilà, donc c'est beaucoup moins frontal, on va dire, que ce que je faisais chez Air France ou en agence. C'est vraiment un peu plus se creuser la tête sur quelles sont les problématiques que les utilisateurs, enfin que les prospects ont pour leur fournir le contenu le plus qualitatif possible. Très bien. On va en reparler un petit peu après, puisque après cette expérience-là, tu es devenu content strategist chez AB Testy. Donc là encore, tu faisais de la production de contenu, pareil, c'était un peu de l'inbound aussi. Alors, c'est différent parce qu'en inbound marketing, il y avait plusieurs axes. Inbound marketing, oui. Il y avait plusieurs actions marketing à faire pour générer du trafic en fait sur le site. Donc il y avait principalement du contenu, mais il y avait aussi des newsletters. Enfin, je faisais vraiment beaucoup de choses. Il y avait aussi de l'événementiel. C'était de trouver les salons les plus pertinents pour les commerciaux. D'accord. Et ensuite, en fait, j'étais pas spécialisée dans la stratégie de contenu à ce moment-là. C'est pour ça qu'après un an, j'ai rejoint BTC pour être vraiment spécialisée dans la stratégie de contenu. Et là, j'étais vraiment focalisée sur la stratégie, le contenu, les articles de blog, les contenus téléchargeables aussi, des études beaucoup plus poussées, des contenus beaucoup plus qualitatifs pour les prospects. Ok. Après, si je me souviens bien, après un petit peu moins d'un an, tu décides de continuer chez ABTC, mais en tant que freelance. Oui, parce qu'avant, tu étais en CDI. Oui. Après, tu fais du freelance en content strategist et UX writer. Oui. Donc de 2017 à 2020, c'est ce que j'ai noté. Et j'aimerais comprendre à ce moment-là comment tu commences à basculer dans l'UX writing, parce que, et tu vas me dire si je me trompe, mais dans l'image que j'ai de tout ce qui est production de contenu, comme tu le disais, tu essayes de vendre, même si c'est de manière... Tu essayes d'aider, mais avec la finalité de vendre. Tu parlais de prospect tout à l'heure, alors que l'UX writing, c'est plus essayer de... J'ai presque envie de dire d'être invisible pour, cette fois-ci, l'utilisateur. Ton but n'est pas de vendre, mais de l'aider à accomplir sa tâche le plus vite possible. Ouais, complètement. En fait, c'est assez différent parce qu'en contenu marketing, on écrit ce que l'utilisateur a envie de lire, en fait, j'ai envie de dire. Et en UX writing, on écrit ce que l'utilisateur a besoin de lire. Et du coup, c'est complètement différent. C'est pas du tout la même approche et le même métier. Et en fait, l'évolution, elle a été progressive. C'est-à-dire que quand j'étais chez ABTC et que j'écrivais des articles, en fait, ou des études de cas, je regardais aussi, je faisais beaucoup de cas clients. Et je regardais, en fait, comment s'est passée la mission pour le client, quelle était sa problématique initiale et comment il l'a résolue. Et à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à l'UX parce que je me rendais compte qu'en changeant quelques mots, on pouvait avoir un taux de conversion qui augmentait. On pouvait aussi avoir une meilleure navigation sur le site. Comment tu t'es rendu compte de ça ? Un jour, tu t'es dit... y a un problème sur ce wording-là, je vais proposer à l'équipe de le changer, on le change et on se rend compte que ça marche ? Ou c'est eux qui sont venus te voir en disant... Alors là, c'était chez ABTC, c'était vraiment les cas clients. Et en fait, c'était concrétisé par des chiffres, en fait. Ah oui, ce que je veux dire, c'est... oui. Pardon, c'est pour clarifier, en fait, toi, tu voyais les clients changer des wordings, et c'est là où tu t'es rendu compte que c'était... Exactement. D'accord. Et du coup, en fait, ABTC permettait aux clients justement de faire des rapides optimisations sur le site qui étaient en général, pas tout le temps, mais de temps en temps du wording. Et je me rendais compte qu'en fait, en expliquant aussi mieux les choses, on pouvait optimiser la navigation, la compréhension aussi des utilisateurs. Et à ce moment-là, je creusais vraiment le sujet de l'UX en général, sans encore une fois me focaliser uniquement sur le contenu, mais je me suis rendu compte que en fait le contenu c'était important et on le négligeait encore trop. Quand on faisait une refonte de site, en fait on se focalisait plutôt sur le design et sur l'aspect visuel et on avait tendance à réutiliser les mots ou à les reformuler sans forcément avoir une vraie stratégie. Et en fait,
comment j'en suis arrivée à faire des missions plutôt du UX Writing en freelance. En fait, quand je travaillais avec plusieurs startups qui avaient comme colonne vertébrale un produit, et du coup, le fait d'écrire du contenu marketing en faisant la promotion de ce produit, on va dire, je m'intéressais vraiment au produit. Et puis du coup, comme j'étais celle qui écrivait les articles, après, j'étais un petit peu celle qui aussi écrivait des articles plutôt focalisés sur le produit, donc du product marketing. Et puis, bien souvent, les premières missions que j'ai eues en UX Writing, c'était plutôt de la refonte de sites web. Donc là, je travaillais avec les designers pour vraiment retravailler le site, mieux expliquer la proposition de valeur du produit, mais aussi aider l'utilisateur à naviguer sur le site et à demander une démo ou télécharger un contenu ou autre. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je faisais un peu de l'UX Writing sans vraiment savoir que c'était ça. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai affiné aussi mes connaissances dans le sujet. Et du coup, j'ai mis un vrai nom sur les missions que j'avais, donc du UX Writing. Puis après, en fait, je me suis vraiment plus spécialisée dans ce domaine-là. D'accord. Je ne vais pas tout de suite parler de la partie freelance parce que j'aimerais bien la mettre en relation avec Doctolib. J'aimerais bien comprendre un peu la relation quand tu es dans une entreprise et en freelance, donc je te les poserai après. Mais la question qui me vient, c'est après 3 années de freelance, à quel moment tu te dis que tu vas faire ça dans une seule entreprise à temps plein? En fait, déjà, j'ai choisi d'être freelance parce que j'avais envie d'être plus libre, c'est peut-être un peu caricatural, mais j'avais envie de choisir mes projets, j'avais envie de travailler pour plusieurs entreprises aussi. Et écrire du contenu, en fait, c'était aussi une passion. Moi, j'aimais bien, j'avais pas envie d'écrire pour une seule entreprise sur un seul sujet. Donc, ça m'a permis de diversifier aussi la manière dont je travaillais. Et en UX Writing, en fait, c'était différent parce qu'on faisait appel à moi pour un sujet très spécifique, donc pour une refonte de site ou alors pour optimiser le funnel d'onboarding. Voilà, c'était très spécifique et du coup, il me manquait un petit peu des éléments aussi pour comprendre et puis pour m'épanouir, en fait. Donc, quand j'arrivais sur un Excuse-moi, on va encore me dire que je coupe mes invités, mais c'est justement une des questions que je voulais te poser, donc autant en profiter pendant qu'on en parle. Tu dis qu'il te manquait des éléments, c'est quoi comme éléments qui te manquaient? En fait, j'arrivais... c'est pas arrivé sur tous les projets, mais c'est de comprendre en fait qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Je veux bien optimiser du contenu, mais en fait, ne pas comprendre ce qui fonctionne pas, c'est compliqué parce que quand j'ai une facilité à écrire et à améliorer une tournure de phrase, certes, mais pour moi, c'est pas ça le métier du UX Writer. C'est pas juste améliorer une tournure de phrase ou écrire une phrase de manière plus synthétique. C'est vraiment en fait comprendre et analyser quel est le problème, qu'est-ce que l'utilisateur a besoin comme information à ce moment-là. Et en fait, après l'améliorer, et puis ensuite, justement, analyser est-ce que le contenu que j'ai fait fonctionne, performe. Si oui, voilà, c'est super. Et sinon, est-ce qu'on ferait pas une itération dessus ou est-ce qu'on ferait pas une évolution? Donc voilà, en fait, c'est un petit peu ça qui manquait dans mes missions en freelance. C'était la continuité, en fait, être immergé aussi dans un produit et pas faire uniquement le flow de self-onboarding ou le site, mais c'était vraiment d'être immergé aussi dans les équipes product design. Et à ce moment-là, en fait, j'étais aussi un petit peu vue comme la marketeur qui arrive dans l'équipe design et qui s'occupe que des mots. Et du coup, j'avais aussi très envie d'être intégrée dans une équipe et faire partie d'une équipe product. Et de pas être juste là à la fin, une fois qu'on a posé le design, mais d'être vraiment dans la réflexion en amont. Et c'est beaucoup plus enrichissant. Et en fait, c'est ça le métier du UX Writer, c'est d'être dans la réflexion aussi. Et c'est comme ça que tu arrives chez Doctolib. C'est comme ça que j'arrive chez Doctolib, ouais. Alors, on a fait un épisode avec Mickaël, qui est l'épisode numéro 9. Mickaël qui est design director chez Doctolib, dans lequel on parle justement de l'organisation produit, de pourquoi il t'a recruté. Donc j'invite les gens qui veulent en savoir plus sur l'équipe de Doctolib à écouter ce podcast. Je mettrai le lien dans la description. Juste pour remettre un peu de contexte, Doctolib, c'est un service de prise de rendez-vous chez des praticiens de la santé et aussi de téléconsultation. C'est un service qui a été fondé en 2013, qui est disponible en France et en Allemagne, qui regroupe plus de 100 000 praticiens et qui est vu par 60 millions de personnes chaque mois. Voilà, ça c'est toutes les stats que j'ai réussi à trouver sur le site. Donc voilà, c'est pour remettre un peu de contexte. Il y a pas mal de monde et il y a pas mal de choses à faire, j'imagine.
Du coup, avant qu'on parle de toi et de ton arrivée, j'aimerais bien comprendre, si tu t'en souviens, comment se passait la microcopie et l'UX Writing chez Doctolib avant ton arrivée. Est-ce qu'on t'en a parlé? Oui, on m'en a parlé. Alors, c'était géré par les product designers ou les product managers directement. Ok, donc il y avait vraiment personne qui était dédié à cette tâche-là. Non, mais comme c'est souvent le cas, en fait, bon, tu as dû le voir, mais il y a très peu d'UX Writer en poste. Très très peu. Et du coup, en fait, c'est une mission, on va dire, qui est gérée par les product designers ou les product managers directement. Et c'est très courant, c'est très commun encore aujourd'hui, quoi. Ouais, parce que c'est mon point de vue, mais c'est un travail qui est encore assez mal compris. Ouais. Et dont la valeur est encore assez mal perçue et comprise. Ouais, et puis souvent, en fait, en interne, on a, comme ce que je faisais avant, le content stratégiste interne qui va filer un coup de main aux équipes produits pour améliorer ou optimiser le contenu. Et je trouve ça assez... D'ailleurs, je trouve ça assez paradoxal, assez ironique, dans le sens où, comme c'est une personne qui est plutôt orientée business, le content strategist, ce que tu disais tout à l'heure, donc qui va essayer de vendre quelque chose, pour moi, c'est deux métiers qui sont assez différents, même si c'est écrire. Du coup, tu es quand même sur deux c'est pas le même métier, je te confirme. Bon, on va en reparler un peu après, mais du coup, toi, tu arrives chez Doctolib. Je me souviens que Mickaël m'avait dit on en avait marre de passer du temps à discuter toujours du boarding pendant des heures, donc ils t'ont recruté. Toi, tu arrives chez Doctolib en tant que premier UX-writer. Comment ça se passe? Quelles sont tes premières missions? Parce que j'imagine que tu vas pas arriver en disant ok, on réécrit tout. Non, c'est pas possible. Et puis c'est pas le but non plus. J'ai eu la chance de rejoindre Doctolib après, on va dire, une grande phase d'évangélisation sur le métier par Mickaël. Donc du coup... T'es arrivé en terrain conquis. Voilà, c'est ça. J'étais très attendue et puis en fait, il y a eu une vraie évangélisation sur le métier. Donc en fait, tout le monde savait quelle était la valeur d'un UX Writer. Ce que j'ai fait en premier, c'était... il y avait évidemment il y a la réalité qui est... les fonctionnalités qui sortent et celles qui sont revues, optimisées. Du coup, il y avait cette partie, on va dire, production à faire, où je travaille directement avec les product managers, enfin avec les feature teams. Il y a aussi l'autre aspect du métier qui est de créer des guidelines pour justement éviter les débats interminables sur est-ce qu'on met ER ou EZ sur le CTA. Donc voilà, en fait, il y avait ces deux choses à faire un peu en parallèle. Ce que je fais encore aujourd'hui en parallèle, c'est vraiment la partie opérationnelle et la partie stratégie. Et du coup, non, je suis pas arrivée en disant on casse tout, on réécrit, parce qu'il y avait des choses qui étaient évidemment justes et correctes et pas forcément à repasser. Mais en fait, le plus gros enjeu à mon arrivée chez Doctolib, c'était d'uniformiser et d'unifier le contenu, parce que du coup, il était fait par différentes feature teams, par différentes personnes qui ben voilà, il n'y avait pas forcément de communication, enfin en tout cas de discussion autour du contenu que chacun avait produit. Et du coup, voilà, il fallait créer une vraie cohérence. Et ça a été ma première mission. Comment tu crées ces guidelines? Ce que je veux dire par là, c'est que dans l'épisode numéro 10 avec Nicolas de Blablacar, quand on parle de design system, il arrive et il te dit on se rend compte qu'il y a 15 000 couleurs, donc on remet les couleurs à plat. Est-ce que toi, tu arrives et tu dis on utilise 15 000 verbes différents, maintenant on va utiliser un seul verbe comme ça? Est-ce que ça marche de la même façon que quand tu crées un design system, on va dire côté designer? Est-ce que tu as un content system en fait? Ouais, c'est ça, j'ai un content system, d'ailleurs qui est intégré au design system et du coup, ça c'est hyper important parce que ça pourra être consulté au même endroit. Enfin, c'est vraiment une ressource qui sera disponible pour tout le monde. Et en fait, c'est un peu la même démarche. C'est un audit de l'existant et en fait mettre en avant quelques problématiques, on va dire. Par exemple, utiliser 3 mots différents pour nommer un praticien. On dit médecin, on dit professionnel de santé, on dit praticien. Voilà, c'est des choses que j'ai remarquées, que j'ai notifiées. Et après, c'est aussi histoire de comprendre pourquoi on a diversifié le wording. Est-ce que c'est d'un point de vue légal? Est-ce que c'est parce que plusieurs personnes ont mis les mains dedans? Après, c'est aussi voir les CTA. Est-ce que
Est-ce qu'il y a une norme qui ressort ou est-ce que justement c'est plutôt anarchique Voilà. Enfin, c'est vraiment une analyse de l'existant et après essayer de normer les choses et d'en créer des guidelines. Ok. Et dans ces guidelines et dans ces normes, comment tu intègres l'aspect, on va dire, la tonalité de la marque, tu vois, côté marketing, où on met vachement, je sais pas, ça va être plutôt fun, plutôt sérieux. Côté design, ça va se ressentir, où telle couleur va être utilisée pour exprimer telle expression. Est-ce que ça se passe de la même façon côté UX Writing? Alors, pour justement définir ces guidelines, il faut être aussi... faut connaître son image de marque, on va dire, son positionnement. Travailler aussi sur le tone of voice. Par exemple, aujourd'hui, une question qu'on se pose et sur laquelle on travaille, c'est est-ce qu'on s'exprime de la même manière auprès des praticiens et auprès des patients? Est-ce qu'on doit avoir un tone of voice similaire alors qu'on a deux audiences différentes? Du coup, voilà, c'est des questions qu'on se pose et du coup, le fait d'approfondir ces sujets se permet aussi de définir des règles d'écriture sur le produit. Quand tu dis c'est des questions qu'on se pose, c'est qui? C'est C'est toi la troisième personne ouais. ou c'est toute l'équipe? Est-ce que ça intègre la direction, le marketing? Parce que le sujet de l'UX Writing, même s'il est souvent rattaché aux équipes design, j'ai l'impression qu'il communique aussi vachement sur la marque et que t'as forcément le marketing qui a son mot à dire et toi qui vas travailler avec le marketing aussi pour que vous ayez une image et un ton identique et des wordings à peu près identiques. Est-ce que c'est ça, Oui, c'est ça. En fait, un UX writer, je dis souvent quand je parle de mon métier, parce qu'en fait, je pars du principe qu'un UX writer peut pas travailler seul. Il est intégré dans une équipe de plusieurs product designers, dans une entreprise qui est souvent une certaine taille, avec un produit qui est aussi plutôt enrichi. Et quand je dis c'est l'équipe produit, c'est l'équipe marketing, c'est l'équipe stratégie. Le tone of voice aujourd'hui, je serais incapable de travailler dessus toute seule parce que j'ai pas non plus l'historique. Et puis le marketing a aussi sa vision de l'audience à qui on s'adresse. Il y a les équipes design. Il ne faut pas que ça soit décorrélé de l'existant et il faut que ça soit aussi aligné avec le discours externe marketing et avec la vision aussi de la hiérarchie. Et comment vous faites justement pour travailler et vous mettre raccord ensemble? Je refais encore un parallèle avec l'épisode de Nicolas parce que je trouve que le design system est assez raccord avec un content system. Lui, il dit par exemple, la brand va travailler sur une couleur et cette couleur, on peut pas la mettre sur un site. Donc on va trouver une espèce de variante de cette couleur pour que ça passe. Est-ce que toi, ça se passe exactement de la même façon? Le marketing va utiliser un terme, mais toi, tu te rends compte que sur une interface, ce n'est pas bon, donc vous allez utiliser un terme légèrement différent, mais qui veut dire la même chose, de telle sorte à ce que ça soit mieux compris des utilisateurs. Oui, c'est un peu ça, en fait. On s'accorde. Il faut de toute façon s'accorder parce que le produit, encore une fois, c'est la colonne vertébrale de Doctolib, donc on ne peut pas s'exprimer d'une certaine manière ou utiliser certains mots ou un tone of voice dans le produit qu'on ne retrouverait pas dans les discours marketing ou externes. Et du coup, en fait, c'est un travail qu'on fait ensemble, sur lesquels on s'accorde. Alors après, évidemment que le marketing a beaucoup plus de liberté, parce que du coup, le marketing n'est pas contraint par de l'espace sur le produit. Donc du coup, elle peut raconter beaucoup plus de choses que moi, mais évidemment qu'on s'accorde sur énormément de choses, quoi. Ok. Du coup, je refais le parallèle avec ta vie d'avant, ta vie de freelance. Comment tu fais quand tu arrives dans une entreprise et qu'on te dit, refais un tunnel d'onboarding ou un CTA? Comment tu fais pour t'inspirer, j'imagine, en très peu de temps, de justement ce tone of voice, de l'image de marque? Est-ce que tu as le temps de faire ça ou on te dit juste, voilà, le CTA, refais-le de telle sorte à ce qu'il performe 50 fois mieux que... Alors ça, c'était l'erreur souvent au début, de me lancer un peu tête baissée dans le projet. Et en fait, c'est hyper important de parler avec les équipes en amont pour justement comprendre quel est le besoin, qu'est-ce qu'on attend justement aussi de moi, et puis qui est l'entreprise en fait.
qui sont ces utilisateurs. Il y a énormément de questions à se poser et que je posais d'ailleurs avant de me lancer dans un projet parce que juste, comme je te disais tout à l'heure, juste optimiser un mot, une tournure de phrase, je sais le faire. Mais encore une fois, le métier du UX-Writer, c'est de penser à l'utilisateur d'abord et de se dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il a besoin à ce moment-là comme contenu pour utiliser au mieux le produit ou le site. Tu parles justement de l'utilisateur, de comment il peut l'utiliser, comment il doit l'utiliser. Et tout à l'heure, tu disais que parfois, tu t'arrivais un peu à la fin et tu savais pas quels étaient les problèmes. Ouais. Et donc, j'en viens à me poser la question de comment tu travailles, toi, aujourd'hui, chez Doctolib, au sein de l'équipe design. À quel moment tu interviens? On en parlait avec Michael. Dans votre équipe chez Doctolib, vous avez des UX researchers, donc qui sont là pour rechercher les problèmes, des product designers qui sont là pour les aider et puis faire tout ce qui est maquette, les tester, etc. Toi, dans ce processus-là, tu es où? Alors moi, je suis intégrée dans l'équipe product design. Donc en fait, je travaille directement sur Figma avec les product designers. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir l'équipe user research qui est intégrée dans notre équipe design. Et du coup, ça me permet d'avoir une vraie proximité avec eux et de participer parfois à l'élaboration de tests utilisateurs, ou en tout cas de leur dire, ben voilà, sur cet écran-là, j'aimerais qu'on vérifie la compréhension de tel ou tel wording. Je participe aussi dès que je peux. T'imagines, comme je suis la seule UX Writer, je peux pas être partout en même temps, mais dès que je le peux, et sur certains projets, je participe aux entretiens utilisateurs aussi, aux ateliers, pour vraiment avoir aussi comprendre moi comment fonctionnent les utilisateurs, comment ils réagissent avec et interagissent avec l'interface. Ça c'est hyper important et c'est pour ça que j'essaie d'arriver le plus en amont possible. Mais parfois c'est pas le cas et parfois il y a maintenant je commence à avoir un historique aussi chez Doctolib, donc il y a des choses que je sais, donc je peux intervenir plutôt dans la conception, plus tard pardon, dans la conception et du coup savoir ce que j'ai fait avant, parce que là ce qui est intéressant c'est aussi je fais de l'optimisation sur des écrans que j'ai fait précédemment et du coup là c'est hyper intéressant. Le PM me dit ben voilà en fait on se rend compte que il y a pas forcément la performance attendue et du coup voilà on retravaille là-dessus ensemble. Ok. Alors on va faire une toute petite aparté sur ce que tu viens de dire, puisque tu te disais que tu étais la seule, ouais. Et donc c'est un peu compliqué en termes de temps, j'imagine, puisque tu es toute seule pour combien de designers déjà? Je crois qu'il y a 12 product designers. Ça fait beaucoup de maquettes sur lesquelles travailler au niveau du wording. Du coup, les guidelines que tu es en train de créer, est-ce que le but à terme, c'est de pouvoir les donner aux product designers, aux product managers et leur dire maintenant, vous vous débrouillez et toi, tu refais juste une passe à la fin pour s'assurer que ça marche bien? Ou c'est plus un outil qui servira aux futurs UX writers qui viendront t'aider? Alors non, c'est un outil qui servira à tout le monde en fait. L'objectif aussi, mon objectif, et je pense que l'objectif de l'UX Writer, c'est aussi d'aider tout le monde à, j'ai envie de dire, monter en compétence sur la rédaction de contenu et avoir beaucoup plus de facilité, d'aisance à écrire le contenu. Je suis intégrée dans l'équipe Product Design, donc en fait, je participe à tous les rituels, donc les workshops qu'on fait toutes les semaines. Et du coup, je leur partage l'avancée aussi de ces guidelines. Ils ont accès aux documents vu que c'est dans le design system. Donc du coup, ils sont complètement alertes des guidelines qui existent et en fait, ils sont aujourd'hui assez autonomes pour savoir, mais en fait, sur un CTA, voilà la norme. Du coup, voilà. Donc aujourd'hui, ils sont assez autonomes. Après, l'objectif, c'est aussi que ces guidelines existent pour l'Allemagne. Donc elles sont écrites en anglais pour que l'UX Writer allemand puisse aussi les prendre en main et les enrichir de son côté. Encore beaucoup de choses qui ont été dites et donc on va revenir un peu sur le sujet de ton intervention. On parlera de l'internationalisation, internationalisation après. Donc je comprends bien ton rôle qui est dans comprendre quels sont les problèmes pour savoir comment tu vas écrire. Moi, de manière un peu plus opérationnelle, en tant que product designer, je me pose la question qui est à quel moment l'UX Writer doit intervenir? Est-ce que toi, tu es là, tu comprends le problème et tu vas créer un squelette
juste de texte sur lequel le product designer va pouvoir faire sa maquette. Est-ce que, à l'inverse, le product designer fait la maquette et toi, tu arrives et tu complètes? Est-ce que c'est un travail, j'imagine, d'aller-retour? Mais je te pose cette question-là parce que c'est une problématique que j'ai, même sans avoir du X-Writer à mes côtés, qui est toujours de à quel moment je dois arrêter de faire mes maquettes pour faire du writing, pour voir peut-être si ça va poser problème ou pas. Et j'ai un peu de mal à mettre le curseur, tu vois. En fait, c'est un peu tout ça. Et aujourd'hui, comme je suis la seule UX writer, évidemment, tous les product designers ne peuvent pas attendre que j'écrive le contenu pour pouvoir commencer les maquettes. Il y a un peu tout ça. C'est sur certains projets, en fait, il y a besoin de savoir ce qu'on veut raconter avant de construire la maquette. Donc là, à ce moment-là, j'interviens très en amont. Il y a certaines fois où c'est plutôt l'aspect redesign qui va être pris en compte. Et dans ce cas, le rewording, j'ai envie de dire, va arriver dans un second temps. Et par exemple, il y a aussi des workshops où on se pose avec un PM, un product designer et un user researcher et moi. Et là, on balaye tout, justement, toutes les problématiques et on se concentre sur tous les aspects de l'écran. Et surtout les retours des utilisateurs. Donc, il y a un peu de tout. La chance que j'ai, c'est d'être intégrée dans l'équipe Product Design. Encore une fois, c'est comme ça que j'imaginais le poste et c'est comme ça que Michael l'imaginait aussi. Donc, c'est hyper important d'être au cœur du sujet. Et en fait, du coup, même dans les workshops qu'on va faire 2 heures par semaine, même 4 heures par semaine, parce que du coup, c'est 2 fois 2 heures. Voilà, on se partage les projets et du coup, même à ce moment-là, je peux intervenir sur les écrans. Donc, même s'ils sont en construction, il y a une intervention de ma part. Hyper intéressant. Si on revient sur les interfaces existantes, comment tu réussis à déterminer qu'une microcopie ne va pas? C'est pas forcément quelque chose d'inné. Les utilisateurs ne sont pas là en disant ce mot-là me plaît pas. Il y a un peu, enfin, pour savoir justement ce qui ne fonctionne pas, il y a 2 choses. Il y a les retours utilisateurs, mais il y a aussi les données. En fait, le fait que ça ne convertisse pas, ça peut être un indicateur aussi important. Mais comment tu peux l'imputer à l'écriture? En fait, il y a aussi un peu d'expertise métier. C'est quand je regarde un écran, des fois, je me dis, mais en fait, effectivement, là, on comprend pas. Je sais pas, qu'on va dans l'étape suivante demander de rentrer ses coordonnées bancaires, par exemple. Et du coup, il peut y avoir une déception de l'utilisateur. C'est vraiment une question de si moi, je comprends pas en fait l'écran, alors que je suis dans l'entreprise et que je connais plutôt bien le flow. Si je n'arrive pas à comprendre, comment l'utilisateur peut lui le comprendre en fait. Il y a un peu de bon sens dans tout ça, mais il y a aussi les guidelines. J'ai écrit des guidelines sur comment écrire un bon message d'erreur. Comment on fait ça? Non, je rigole. Et du coup, en fait, maintenant, les messages d'erreur, je sais très rapidement, pas reconnaître, mais analyser en fait, est-ce que le message d'erreur est suffisamment clair? Est-ce qu'on fournit une solution utilisateur? Est-ce qu'il n'est pas trop anxiogène? Voilà, en fait, me raccrocher aussi aux guidelines m'aide beaucoup à voir si le contenu est juste ou pas. En préparant cette émission, j'ai lu un article. Alors, je ne saurais plus dire si c'est de toi ou si c'est un autre article que j'ai lu sur l'UX Writing où justement il y avait des messages d'erreur chez Pôle emploi ou à la CAF où quand tu te trompes, c'est un message hyper anxiogène qui, je force un peu les traits, mais qui en gros dit vous êtes nul. Ouais, et qui met en erreur partout et où je me dis ça doit être assez compliqué dans ce cas de figure de tomber sur ce type de message et ça doit complètement te bloquer. Alors j'imagine que quand tu es en train de chercher un médecin ou un praticien, comment on dit d'ailleurs, praticien, ce genre d'erreur peut te bloquer en fait. Oui, et puis il y a des choses aussi qui sont pas évidentes, mais quand on les dit, quand on met des mots dessus, ça le devient. Mais par exemple, une des premières recommandations que j'ai fait, c'est aussi d'éviter les tournures de phrases négatives. Je sais pas, par exemple, au lieu de dire ne fermez pas cette fenêtre, mais de formuler ça de manière plus positive, c'est garder cette fenêtre ouverte.
C'est des choses qui peuvent paraître toutes bêtes, mais du coup, voilà, c'est plus tourné comme un conseil et pas comme une menace de ne ferme surtout pas cette fenêtre. Enfin voilà, c'est des petites choses comme ça, mais du coup, le fait de les avoir formalisées, ça aide aussi à mieux analyser le contenu. Mais je suis d'accord que c'est hyper difficile aussi d'analyser parfois. Est-ce que toutes ces méthodes qui sont de dire de ne pas faire des phrases négatives, j'imagine qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est des choses que tu conseillerais à n'importe qui? Pour n'importe quel, je veux dire pour n'importe quel produit, est-ce que c'est spécifique au produit Doctolib ou est-ce que c'est spécifique à la nature humaine? Je pense il y a un peu les deux, parce que le contenu, ça va forcément créer et jouer sur les émotions. Donc les tournures de phrases négatives, forcément, elles sont perçues de manière négative. Mais c'est un peu comme le design, en fait. Toutes les chartes graphiques ne se valent pas et elles ne sont pas applicables d'une entreprise, d'un produit à l'autre. C'est un peu pareil pour le contenu. Il faut vraiment travailler en fonction de l'audience. Nous, notre audience, c'est des patients et c'est des praticiens. Donc, c'est pas pareil que si tu t'adressais à un freelance ou à un comptable, par exemple. Donc, du coup, voilà, c'est vraiment à travailler et tout ne s'applique pas. Tu peux pas dupliquer tous les guidelines contenu d'un produit à un autre. Très intéressant. Toujours dans ces phrases un peu mettre du positif au lieu de mettre du négatif, comment tu peux, dans ces cas de figure, mesurer l'impact de ta microcopie? C'est-à-dire que tu ne monitores pas l'intégralité des personnes qui sont derrière leurs écrans pour savoir est-ce qu'elles sont heureuses, malheureuses au moment où elles voient ce message. Comment tu fais pour monitorer ces messages-là, à l'inverse des messages sur des CTA où si tu changes le message et que ça performe de plus 50%, tu sais que ça a marché. Là, c'est plus, on va dire, de l'ambiance globale. À quel moment tu te dis il y a entre guillemets un retour sur investissement? Je sais que c'est quelque chose que tu disais dans ta conférence au wagon qui est on doit tout mesurer pour s'assurer que ça marche. Comment, dans ce cas de figure-là, tu te rends compte que ça marche? Alors là, c'était vrai pour le contenu marketing, ça allait beaucoup moins pour le X-Writing. Parce que c'est vrai que, bon, comme on disait au début, le contenu fait partie du design. Donc du coup, tu peux pas mesurer l'impact d'une phrase. Ça marche pour certains composants, comme un CTA. Mais par exemple, pour un message d'erreur, tu peux pas mesurer l'impact du message d'erreur. La seule manière, en fait, de vérifier si le message est bien reçu, perçu ou génère pas de frustration, en fait, c'est de le confronter directement aux utilisateurs avec les user researchers, en fait. Mais tu peux pas mesurer directement la microcopie comme on pouvait le faire en contenu marketing. C'est dommage. Ouais, complètement. Tout à l'heure, tu parlais de l'UX Writer en Allemagne. Je crois que vous en cherchez toujours un. On l'a trouvé. Vous l'avez trouvé? Ouais. C'est chouette. Je suis trop contente. Justement, à l'heure actuelle, j'imagine que tu ne parles pas allemand. Non. Donc, à l'heure actuelle, si je comprends bien, il y a une microcopie qui est spécifique à la France et il y a l'Allemagne qui vit à côté, ou il y a quelqu'un qui est là pour vous aider à faire des traductions, mais c'est calqué sur le modèle français. Donc, Ouais, alors on a un process de traduction, donc on a une équipe de traducteurs en interne qui fait de la traduction donc du français à l'allemand. Du coup, ils sont pas complètement dédiés au produit. Ils travaillent sur la traduction en général. C'est un process qui fonctionne plutôt bien aujourd'hui. Les limites de la traduction, en fait, c'est justement pouvoir développer des fonctionnalités qui sont spécifiques à un marché et à un pays. Ça devient compliqué parce que du coup, je connais pas forcément le système de santé en Allemagne. Enfin, je le connais, mais je suis pas experte. Et du coup, voilà, il y a des nuances. L'audience n'est pas la même, les praticiens fonctionnent pas exactement de la même manière, et du coup, voilà, il y a des spécificités à faire ressortir. Et là, en fait, avec les product designers qui sont à Berlin, on travaille justement avec ces guidelines que j'ai créées. On essaye de travailler en anglais pour justement s'accorder et qu'ils comprennent un petit peu aussi l'impact du contenu, comment je les aide vraiment de cette manière-là. Mais voilà, après, on traduit quand même en allemand et du coup, on perd un petit peu aussi l'impact du contenu dans la traduction. Et l'objectif, c'est d'être encore plus performant sur le contenu allemand et c'est pour ça qu'on recherche
et qu'on a trouvé un UX writer allemand. Si je comprends bien, l'UX writing peut pas se dupliquer dans chaque langue si t'as pas une personne qui est là pour faire entre guillemets l'interface. Qui si je peux reformuler, c'est-à-dire que vous avez des guidelines qui sont génériques, que toi tu appliques dans tes interfaces en français, qui doivent marcher en allemand, mais qui perdent toute leur subtilité, enfin toute la subtilité de la langue allemande, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors après, traduire un produit, ça fonctionne. Là où nous, on va aller un peu plus loin, c'est vraiment de développer et localiser le produit en fonction des besoins vraiment du pays. Et dans ce cas, il y a vraiment de la création de nouvelles fonctionnalités qui sont spécifiques. Et là, il faut créer aussi le contenu en fonction de cette fonctionnalité. Donc là, la traduction a ses limites. En tout début de discussion, je te posais la question de est-ce que l'UX writing c'est du design, et plus on en parle, et en fait plus je me rends compte que la façon dont tu as de t'exprimer, de parler de ton métier, c'est complètement du design en fait. Les problèmes sont exactement les mêmes, enfin les problèmes. La façon de faire est la même. On parlait de double diamant avec Jérémy de GetAround qui était trouver un problème, tester des choses, arriver à une solution finale, la retester et la mettre en production. Finalement, tu fais exactement la même chose à ton niveau, qui est lui-même intégré dans un niveau qui est plus grand, qui est l'équipe design. Ouais, complètement. Voilà, c'est juste une réflexion dessus. J'ai un dernier point sur lequel j'aimerais discuter, parce que c'est un sujet sur lequel on parle pas forcément, déjà en product design, qui est l'accessibilité. C'est un peu, après l'écriture, un enfant pauvre du product design où les couleurs sont pas forcément les bonnes, la façon de présenter n'est pas forcément la mieux. Est-ce que aujourd'hui, en tant que UX writer, tu as aussi des problématiques d'accessibilité? Parce que j'ai du mal à m'imaginer s'il y en a, oui, et quelle forme elles peuvent prendre. Alors oui, il y en a. En fait, le contenu, il faut qu'il soit accessible à tous, c'est-à-dire qu'il doit être simple à lire, simple à comprendre. Il y a souvent un débat sur l'écriture, l'écriture inclusive. Ouais. Et c'est vrai qu'en fait, quand on y pense, c'est hyper complexe à lire. C'est point E, point S. Enfin, c'est ces choses assez complexes à lire. Et du coup, ça exclut pas mal de personnes. Et en fait, ça rend le produit plus très accessible. Et du coup, moi, c'est des choses que j'intègre aussi dans ma manière d'écrire. C'est que le contenu doit être simple, doit être clair. Il doit pas exclure des gens, que ce soit les genres, que ce soit d'autres formes d'exclusion. Donc, c'est quelque chose que j'intègre dans mes guidelines aussi. C'est intéressant parce que moi, j'ai eu le problème dans mon ancien job qui était... comment tu fais pour justement éviter d'exclure des gens et principalement la gente féminine, dans le sens où à chaque fois, tout est écrit pour les garçons. Parce que généralement, les product designers sont des mecs qui écrivent pour des mecs. Et il y avait toujours un débat en interne qui était comment on fait. J'ai envie de te demander la question à 1 million qui est comment vous faites pour éviter ce problème-là? Parce qu'à chaque fois que tu as un adjectif où tu dis je suis et adjectif, est-ce que vous avez fini par travailler en vous disant... en fonction du sexe de la personne, enfin du genre de la personne, pardon, on adapte justement chaque wording? Est-ce qu'on détourne et à chaque fois on trouve une façon de ne pas le genrer? Comment... Ouais, c'est exactement ça en fait. Je suis plutôt pour l'écriture non genrée. Alors je sais pas si ça se dit vraiment comme ça, mais en fait c'est vraiment contourner le problème. C'est hyper dur, non? Non, quand tu as pris l'habitude, tu t'y fais. Mais par exemple, au lieu d'écrire française, français, tu peux très bien dire la population française, par exemple. D'accord, oui, tu paraphrases. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, c'est une manière de contourner le problème et d'éviter l'exclusion, en fait. D'accord. Et si je peux rentrer un peu dans le détail, vous, aujourd'hui, chez Doctolib, vous avez décidé de vous voyer les personnes ou d'utiliser ER, IR, enfin de... Comment vous vous adressez aux personnes? Parce qu'en fonction de comment tu vas t'adresser, tu vas genrer différemment. Ouais. Du coup, on a la chance d'avoir le vous en français, du coup, qui permet de contourner cette question et l'exclusion, en fait, du féminin et du masculin. C'est plutôt pratique.
C'est encore plus pratique en anglais quand tu peux tout contourner. Oui. Mais ok. Et j'en profite aussi parce que j'ai découvert un truc aussi en préparant cette émission qui est par exemple que l'écriture inclusive est, en plus d'être difficile à lire, est complètement inadaptée aux personnes non-voyantes qui utilisent un peu comme un Siri qui va lire tout et en fait qui bug sur l'intégralité de ses écritures et donc qui fait que l'interface n'est pas du tout pratique. Merci beaucoup Sophie d'avoir discuté sur ce métier qui est je trouve assez méconnu et incompris dans la sphère product design, et j'imagine que c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus d'ampleur. Avant qu'on enregistre, tu disais que c'était beaucoup un métier de freelance aujourd'hui, ce que j'ai du mal à percevoir en fait après tout ce que tu as dit, puisqu'il faut vraiment comprendre les problèmes de l'entreprise, son image de marque, le ton à donner. Et donc j'espère en fait à terme pouvoir interviewer encore d'autres UX-writers pour continuer à parler de ça, parce que c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Avant de se quitter, j'ai toujours une petite question qui est: est-ce que tu as des ressources à nous recommander autour de l'UX-writing ou du design en général? Oui, en termes de ressources, t'imagines bien qu'il n'y a pas grand-chose en français. Ouais. Du coup, j'ai le livre Content Design de Sarah Richard, qui est un petit format, qui est vraiment accessible à tous pour comprendre le métier de content designer et ses spécificités, en fait. Sinon, tu as le podcast qui s'appelle UX Writer of Silicon Valley, où il y a beaucoup d'interviews justement de plusieurs UX writers d'entreprises comme Dropbox, Spotify, etc. Et c'est hyper intéressant parce que du coup ils sont dans une dimension qui est complètement différente, avec des équipes d'une dizaine de personnes, et c'est hyper intéressant de voir comment ça s'est construit justement là-bas. D'ailleurs, comment t'expliques qu'aux États-Unis ils ont totalement compris cette dimension avec des équipes que je trouve parfois surdimensionnées? Tu parles d'une dizaine de personnes pour Dropbox, et j'ai un peu du mal à imaginer au bout d'un certain temps qu'est-ce qu'ils continuent d'écrire ou qu'est-ce qu'ils font. Comment pourquoi il y a selon toi, pourquoi il y a un tel décalage aujourd'hui entre... Je pense que c'est la méconnaissance en fait du métier aujourd'hui qui fait que on n'a pas forcément encore exprimé ce besoin en interne qui justifie le recrutement. Donc il y a la méconnaissance, il y a aussi la maturité des produits. Il faut quand même une certaine équipe product design pour intégrer un UX writer. Aujourd'hui, par exemple, ils sont 12, je suis seule. C'est pas déconnant en fait comme ratio. D'accord. Et voilà, dans les équipes de Dropbox, j'imagine qu'il y a énormément de product designers. Donc en fait, c'est pas non plus déconnant d'avoir 10 UX writers. Okay. Puis après, il y a aussi les différents pays. La localisation justifie aussi Effectivement, pour moi, ils étaient tous américains. Effectivement, t'as raison. Voilà. T'as d'autres ressources à nous... Sinon, en fait, ce que je conseille, c'est aussi de lire énormément de choses sur le médium de UX Collective. Il y a énormément de ressources, pas uniquement sur le UX Writing, mais sur le UX en général. Et en fait, c'est, comme tu le disais, c'est un métier qui est aussi intégré dans le design. Donc, c'est important de lire tout ce qui se passe sur le product design et les méthodologies UX en général. Top. Et je mettrai tous les liens dans la description. Si les gens ils veulent te contacter, ils vont où? LinkedIn, Twitter? Les deux. Je suis assez active sur les deux. Donc, LinkedIn ou Twitter, je réponds toujours. Super. Écoute, merci beaucoup pour cet épisode, Sophie. Et puis à très bientôt. Toi. Salut. Merci à toi. Salut. Vous êtes encore là? Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Design System jusqu'au bout. S'il vous a plu, n'hésitez surtout pas à mettre une note de 5 étoiles sur Apple Podcast. C'est ce qui m'aide le plus à faire découvrir ce podcast. À bientôt dans Design System.